Est-ce que la jeunesse est de plus en plus violente? Est-ce que la France est de plus en plus dangereuse? Une violence de plus en plus débridée chez les jeunes. Ah, bien sûr qu'il y a un ensauvagement de la société. Ou est-ce qu'on fabrique un récit d'insécurité? Pour vérifier, je suis allé sur le terrain, dans les tribunaux, pour voir comment on juge les enfants. Et là, j'ai rencontré Chloé. Essayez de me regarder, je pense que là, vous allez pouvoir comprendre. Je me suis retrouvé dans son bureau pour des audiences de placement d'enfants. Non, mais pour moi, oui, vous n'avez pas de cœur. Vous voulez jamais. Au tribunal pour des violences ou de la vente de stupes. Il y a une fracture du nez, il y a une suture au niveau de l'œil gauche. 11 grammes d'herbe et 47 grammes de cocaïne. Est-ce que ça fait un sentiment qui est agréable de se dire moi aussi je suis capable d'être violent comme papa, quoi? Et c'est hyper marquant de voir à quel point c'est délicat de juger un enfant. Souvent marqué par la vie, de naviguer entre l'éducation et la punition, entre l'accompagnement social et la prison. Moi, je suis juge des enfants. Juge des enfants, c'est le juge de la protection de l'enfance. Pour ça, j'ai des audiences qui se passent dans mon bureau pour les audiences civiles, pour les enfants qui sont dits en danger, dont les conditions d'éducation sont gravement compromises. Donc ça peut être 0-18 ans. Et puis, j'ai aussi les audiences pénales, donc pour les adolescents qui commettent des actes de délinquance, puisque c'est parce qu'on protège justement qu'on gagne à un moment une légitimité à poser une limite et donc à sanctionner. Madame Salé, vous ne reconnaissez pas? Après ton année? Je suis fatigué. Il fait trop chaud. Alors, pour la situation de on y va. Alors, donc moi je suis toujours Chloé Salé, juge des enfants Oui, à je Nice. connais. Voilà. Madame Salé. Voilà. Tu sais. Voilà, ça vous pouvez retenir. Hein, voilà. On se voit aujourd'hui parce que vos enfants ont tous bénéficié de diverses mesures éducatives depuis 1998, puisque vous avez eu 7 enfants. Et donc le 27 février 2012, Il veut se déplacer. voilà, ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance après plusieurs années d'intervention en milieu ouvert. Au début, c'était des éducateurs qui venaient te voir et puis ensuite, Et après, moi, j'ai pris il y a la eu ce colère. placement. Bon, là, on se revoit pour faire le point sur la situation de Qu'est-ce Oui. que vous avez à dire? J'ai envie de le récupérer. Déjà, avec la famille d'accueil, ça se passe mal. Il est avec vous, comment ça se passe? Des fois bien, des fois mal. Ah oui. Et là, il y a certains week-ends où vous n'arrivez pas à le prendre, comment ça se Il fait? y avait certains week-ends, Ouais. oui, parce que j'étais pas bien. Ah J'avais oui. la tête qui tournait. Ça. Et aussi ça. Ouais, et l'argent. C'est vrai qu'on se dit que pour Là, l'instant... j'ai envie de le prendre. Ouais. Mais pour de m'en l'instant, comme on occuper. voit que Non, il y a mais certains ça week-ends- fait trop longtemps, Ouais. ça fait trop longtemps. Vous n'avez pas de cœur. Non, alors ça a un Non, impact mais, avec non, ça, en mais fait, pour c'est moi, que- oui, vous n'avez pas de cœur. Vous êtes une maman, moi je suis une maman. En Moi fait- c'est mon fils, moi j'ai pas envie de la abandonner comme mon deuxième fils. Moi je veux le récupérer, mon gamin. Il n'est pas question de l'abandonner. Mais il y a parfois où c'est vous qui n'arrivez pas à l'accueillir. Là, peut-être que ce qui serait bien, c'est vraiment de le prendre tous les week-ends, toutes les Eh vacances oui. pour voir comment ça se passe. Tous les déjà. vacances. Je vais m'entretenir Ok. un peu avec lui. T'inquiète. Vous pouvez rester devant. J'étais mort, moi. Après, des fois je l'embête. Oui, je sais. Donc quand tu vas chez maman, comment ça se passe? Ben, comme elle a un petit, bon, Ouais. je suis un peu. Genre caractère. Après, ça se passe bien. D'accord. Mais je vois déjà que maman n'arrive pas à te prendre tout le temps quand c'est possible. Est-ce que tu es en colère? Oui. Oui. Tu es en colère contre qui? Mais comme vous tous, en fait, vous voulez jamais. Toujours 2 ans encore. Ça fait bientôt. Si j'ai 18 ans, ça va faire 16 ans que je suis dans la famille d'accueil. Ouais. Tiens, mon grand. Moi, ça me fait trop. Ouais, je comprends. C'est pas que je veux pas. C'est que là, on est un petit peu bloqué parce que maman n'arrive pas à te prendre déjà comme elle le devrait. Est-ce qu'on peut essayer de lui demander? Est-ce qu'on essaye d'augmenter encore? Pour voir si c'est possible ensuite qu'on l'arrête ce placement. Vous pouvez revenir? Bien, je vous remercie. J'ai pu discuter avec. Il faudrait qu'on arrive à vraiment à ce que vous puissiez l'accueillir un peu plus souvent pour qu'on puisse arrêter cette mesure de placement ensuite. Vous avez peur de quoi? Bien, justement. Non, 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 mais je veux savoir. Madame, je veux une je raison. je n'ai peur de rien.
Je dis simplement qu'il faut que vous nous montriez que... Mais je peux le montrer, je le montre. Ça fait des années que je montre les trucs. Ça fait des années que je montre. Sur mes petits et sur mes grands. Non, je m'énerve pas, je parle fort. Je parle fort, Juste que désolé. vous m'avez dit que vous n'arriviez pas à l'accueillir tous les week-ends et toutes les vacances. Donc Il y là, a on eu va un petit essayer de le problème, faire. oui, il y a eu un D'accord. petit problème à cause de mon fils. Alors, Ok. aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est qu'on va renouveler la mesure de placement, mais on va ouvrir Encore ses droits. temps. On va faire que 1 an cette fois-ci. Si vous arrivez à faire tous les week-ends là pendant un mois, Oui. on pourra aussi faire les milieux de semaine. Vous voyez, faire du mardi au jeudi par exemple. Ah ouais. Pour ça, il faut que ça va être soit- long. Oui, mais ça, il faut que ça soit possible pour vous. Déjà, on fait tous les week-ends, toutes les vacances scolaires. Ouais. En tout cas, moi, ce que je voulais quand même dire, en plus de cette décision que je rends, c'est bravo. Parce que vraiment, je trouve que la situation, elle est pas évidente. Votre fils, il grandit super bien. Trop vite, oui. Bravo, vraiment, ça montre que il a vraiment beaucoup de ressources. Allez, m'inviter en vacances. Au revoir, on va partir ensemble. Hein. Le retour à domicile, c'est très compliqué parce que la maman, en fait, n'est pas en capacité de le prendre en charge et en même temps, elle est dans la demande très paradoxale de le récupérer. C'était un enfant qui somatisait, il était couvert de plaques d'eczéma et à partir du moment où il a rejoint le domicile de sa famille d'accueil, du jour au lendemain, ça allait mieux. Et sa maman a toujours été en très grande difficulté. Elle est encore en difficulté psychique importante. L'enjeu pour lui, c'est d'arriver à avancer pour lui-même, à se distancier de sa mère. Parce que là, ce qu'on voit encore, ce que moi j'ai senti de manière très forte à l'audience, c'est qu'il est complètement encore collé psychiquement à sa mère. Et je pense que c'est ce travail-là qu'il y a à faire avec lui. Pas rentrer frontalement en lien avec lui en disant « Bon bah non, de toute façon t'as rien compris, ta mère elle est limitée et tu vas rester placée de manière fermée jusqu'à 18 ans. » Mais c'est de dire « Oui, je comprends, on va essayer d'ouvrir, mais tu vois bien aussi qu'il va falloir composer avec les limites de ta mère. Qu'il puisse les intégrer et qu'il puisse se construire avec ça. Et malgré ça. » Souvent, on passe beaucoup de notre temps en audience le matin et l'après-midi, on la consacre à rédiger puisque chaque audience doit faire l'objet d'un jugement qui doit être motivé. Voilà les jugements rédigés, notifiés. Donc juste là, dans cette situation, il y en a bien 2. Donc je les ai bien séparés, j'ai remis les notes d'audience. Ouais. Ça, c'est le travail du courrier. Donc ça, c'est un petit peu amoncelé là, il faut que je m'y mette. Alors, ce qui est bien, c'est que en même temps qu'on fait juge des enfants, on fait son sport, ce qui nous évite d'aller à la salle en sortant, puisque de toute façon, on n'a pas le temps. Le cadre juridique, c'est notre seule légitimité à être face à ses enfants et ses parents, et quand même à être très intrusif dans leur vie personnelle et familiale. Maintenant qu'on a ça, l'audience, on la tient avec de l'émotionnel. On la tient avec des ressentis d'audience. En gros, devant moi, j'ai toujours des parents qui aiment leurs enfants. Mais il y a aimer son enfant et il y a pouvoir répondre à ses besoins. Et là, il peut y avoir un décalage. Alors, je sais pas parce que c'est... Bonjour pour la situation de... Est-ce qu'il est arrivé? Allez, viens avec moi. Ah bah ça me fait plaisir de te voir déjà. Mais c'est fou comme t'as grandi cette année. Quand t'étais petit, donc tu as été confié à l'aide sociale à l'enfance, t'es allé chez Madame Tix. Ensuite, elle est partie à la retraite. Tu as été confiée ensuite à la... Où là, t'as dit, ça va pas. Ouais, tout ce qui s'est passé là-bas, c'est... Ah bah t'as bien eu raison. C'était pas ta faute, c'est que t'as subi des violences. Il y a quand même plusieurs professionnels qui ont été mis à pied. C'est grâce à toi qu'on a su que ça n'allait pas. Donc franchement, bravo d'avoir réussi à parler. Et puis ensuite, du coup, t'as été réorientée à la maison de l'essor à Mougins. Mais là, bon, je pense C'était la décadence pour moi. Bah oui, mais bon, c'est vrai qu'aussi, t'avais subi ces violences. Et puis, j'avais dit, bon bah maintenant, stop le placement, puis tu peux rentrer chez toi. Ouais, la bénédiction, on peut appeler ça comme ça. Comment tu te sens aujourd'hui? Super bien. Je me sens stable, alors qu'avant, je me sentais instable. Bah oui, je me rappelle. Même parfois, je me regardais dans mon lit, je regardais le plafond, je sais comment ça se fait que je suis arrivé là. J'arrive pas à y croire. Ouais. Et parfois, ça me faisait pleurer de nostalgie, parce que j'aurais bien aimé que dans mon passé, je sois toujours chez mes parents. Bah oui, je comprends. Voilà. Comment tu vis ça, le fait d'avoir été placé? Comment tu le vois aujourd'hui? Je vois comme ça aurait jamais dû se passer, parce que dans tous les cas, moi j'étais compliqué quand j'étais petit, je l'assume, voilà, parce que j'étais pas bien, mes parents savent pas pourquoi, donc
Voilà. Quand je m'énerve avec mon parent, je dis tu m'aimes pas, ça énerve. Je pense que c'est psychologique parce que c'est mon émotionnel qui ressent ça, alors que mon rationnel ne pense pas à ça. Voilà. C'est bien d'arriver à faire cette distinction-là. J'en ai parlé avec ma psychologue, c'est pour ça. Ce que je veux pas que tu penses, c'est que tu étais responsable de la situation. Moi, je pense que c'est une circonstance. Moi, je préfère me attribuer ça aux circonstances. D'accord. Un enfant n'est jamais responsable, d'accord? Tu n'es pas responsable de ton placement, on est d'accord? Tes parents n'arrivaient pas à poser une éducation qui était adaptée. En fait, ils étaient vite débordés, ils pouvaient... Mon père, il a toujours été nerveux. Voilà, tu vois, t'es nerveux, il y a eu des audiences où c'était un peu tendu. Et j'ai pu renouer des liens beaucoup avec mon père, d'ailleurs. Mon père, les liens, c'est... Waouh! Ah, ça me fait plaisir. On est très, très, très complices. Ah, ça me fait très plaisir pour toi. Je vois tes parents demain et je pourrais rendre officiellement la décision, mais je pense qu'on va pouvoir arrêter, que tu vas pouvoir être dans une vie ordinaire que tu réclames. Je la réclame depuis 10 ans, alors. Je pense que c'est important qu'on vous fasse confiance. Il va me rester à te souhaiter une très bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Je suis défoncée. C'est quoi tous ces enfants là qui sont trop mignons, qui veulent pas que je m'en aille, qui me font des câlins, qui me font des petits... C'est quoi ça? J'ai pas envie que vous partiez, madame Salé, mais vous tous me faites pleurer là. Arrête, ils te le disent pour la forme. Moi, c'est ce matin quand j'ai... Ce matin ou hier matin, je sais plus, quand j'ai entendu ton rire. Ouais. Je me suis dit, putain, ça va me manquer quand même. Dans nos fonctions, quand on est magistrat spécialisé, donc notamment juge des enfants, on doit quitter ses fonctions au bout de 10 ans, c'est obligatoire, pour des raisons d'impartialité, pour faire tourner un peu le regard. Je vais dans la juridiction de Toulon encadrer tout le pôle de la famille et du tribunal pour enfants. C'est le stress. Ah, il en a émis des hypothèses depuis des années. Et puis il va peut-être encore aller mettre d'autres. Il y a Marseille, il m'a dit non, peut-être député. Alors là, on va voir donc les parents qu'on a reçus hier parce qu'il avait son brevet aujourd'hui. Il se pose la question de la fin de l'accompagnement. L'aide sociale à l'enfance voudrait que ça continue et ses parents demandent à ce que ça s'arrête parce que je crois qu'ils sont vraiment à bout de toutes les interventions socio-éducatives. Vous allez bien? Et vous, madame? Oui, ça va. Bonjour. Bonjour, madame. Je vous en prie, entrez, asseyez-vous. Merci. Et vous-même, on se rencontre depuis 9 ans maintenant. Donc on se revoit aujourd'hui pour faire le point sur comment ça s'est passé, ce retour à domicile. Moi, je vous avoue que j'attendais le rapport éducatif en me disant j'espère que ça s'est bien passé parce que je sais qu'il y avait énormément d'attentes des deux côtés. Si vous me permettez, je n'ai pas grand-chose à dire. Ça se passe très bien. Au début, je ne comprenais pas ça. J'étais un peu borné. Et je me suis aperçu que je n'ai pas été là. Je ne reste pas pour les monsieur. Vous êtes ému, c'est normal. Bah, monsieur, je peux vous assurer que vous m'impressionnez là. Oui. Je ne fais pas de semblant. Là, je le vois. Je crois qu'à l'époque, il pouvait dire quelque chose. Nous, on n'a pas compris. On a dit vraiment le même différemment. Il manifestait son besoin par pile ce qui vous faisait réagir négativement. Comme s'il m'appelait au secours. Et c'est ça. Je n'ai pas été là. Alors, au terme de ces débats, moi je suis très émue de pouvoir lever cette mesure de placement à domicile et clôturer le dossier devant le juge des enfants. D'accord? Merci. Merci. Au revoir. Je suis pas loin de pleurer. Voilà, c'est pour ça qu'on bosse. Ça marche pas toujours, mais quand ça marche, on est content. T'aurais vu les audiences où on s'est clashé. Et là, le fait qu'il arrive à se remettre en question, à entendre, et surtout à entendre aussi ce que son fils lui dit, quoi. C'est vraiment... c'est ça, être père, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper beau. Je pense que ce qui est violent, c'est à la fois la situation des gens, la situation des enfants, ce à quoi ils peuvent être confrontés. Et ce qui est violent aussi pour nous, c'est le sentiment d'impuissance qu'on a parfois en matière de protection de l'enfance. Il y a un rapport qui est sorti il n'y a pas longtemps pour dire qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et ça nous mène aussi dans un sentiment d'échec et d'impuissance. Et ça, je dirais que ça rajoute en fait à la violence de ce qu'on vit au quotidien. Petite pause pour faire un récap sur l'assistance éducative. Imaginons que vous êtes un enfant. Si vous êtes en danger, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, va intervenir. Si votre famille refuse, c'est là que notre juge rentre en jeu. Elle va pouvoir décider de différentes mesures, en essayant de maintenir le plus possible le lien avec votre famille. Mais si ça ne suffit pas, ça peut aller jusqu'à votre placement. Par exemple, dans des foyers, 41% de chance d'y être. Sinon, direction une famille d'accueil, 36% de chance. Mais dépêchez-vous, c'est en chute libre.
En 2006, c'était 56% de chance, mais les familles d'accueil partent à la retraite et sont pas remplacées. Autre option, vous allez chez un tiers de confiance, histoire de rester proche de votre famille. Manque de bol, ça ne représente que 7% des accueils en France, alors que c'est 40% au Québec ou 26% en Italie. Le truc, c'est que l'État doit vous protéger si vous êtes maltraité. Sauf qu'il y a plein de problèmes. Par exemple, en 2023, 3335 mesures de placement n'ont pas été exécutées. En gros, il y a environ 3000 enfants chez eux, en danger, mais on les laisse, parce qu'il n'y a plus de place ailleurs. Et ça, c'est un générateur à faits divers. En 2023, par exemple, Amine, 3 ans, est mort, alors qu'il aurait dû être placé. Et si jamais vous êtes placé, c'est pas ouf non plus. Il y a des placements mal exécutés, chaotiques, de la violence. Résultat, beaucoup d'automutilation, d'addiction ou de prostitution. On estime que les jeunes placés ont 20 ans d'espérance de vie en moins que les autres. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? L'ASE est gérée par les départements. Et financièrement, l'État s'est progressivement désengagé. Les professionnels demandent plus d'argent. Et ceux qui penseraient que ça coûte trop cher de protéger les enfants, en fait, la prévention, ça coûterait a priori moins cher que leur prise en charge une fois adultes dans les hôpitaux psychiatriques ou les prisons. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans une audience du tribunal pour enfants. On devrait rencontrer 7 adolescents auxquels on reproche d'avoir commis des infractions et donc on devra déterminer est-ce qu'ils sont coupables et si oui, quelle sanction va devoir s'appliquer si jamais on décide que la sanction doit avoir lieu tout de suite. Je suis un peu stressée parce que y a des choses que je vais arriver à faire avec les mineurs en fait. Je me fixe un peu des objectifs en termes de suivi, d'accroche et donc voilà, j'espère pouvoir y parvenir. Du coup, attends, ça, voilà. Ça, faut surtout pas que j'oublie. Bonjour, vous allez bien? Bonjour maître. Bonjour. Oh là là, il fait bien chaud. C'est horrible. Ah non, moi je vais pas m'habituer. Hein. C'est horrible. Donc, je suis toujours Chloé Salé, juge des enfants à Nice. On vous reproche d'avoir fait du trafic de stupéfiants, donc d'avoir eu des produits stupéfiants et les avoir vendus dans le cadre d'un trafic. La police vous voit vous poser sur un bloc de béton. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, donc c'est un acheteur. Et puis vous prenez dans le sachet une barrette que vous donnez à l'individu. La police s'engage dans la cité, donc les guetteurs crient à rat. Vous prenez la fuite en direction du bâtiment 14. Ils sont obligés d'utiliser les gros moyens là, pour casser la porte. Là, il y avait 44 grammes de résine, 11 grammes d'herbe dans 2 pochons et 47 grammes de cocaïne en 37 conditionnements. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, sur les faits qui vous sont reprochés, monsieur? Ce n'était pas moi qui a posé une... D'accord, donc quand la police dit qu'ils vous reconnaissent sur le point de deal, ça, c'était pas vous? À ce moment-là, je n'étais pas là, moi, j'étais simplement venu juste pour dormir. Ce n'était pas moi qui était descendu là. C'est quoi? C'était le code pénal. C'est le code pénal, il y a quoi dedans? En gros, c'est des articles. Oui. Et qui sanctionnent des faits. Exactement. Le trafic de stupéfiants, c'est quoi la peine? Je ne la connais pas. C'est 10 ans de prison pour les majeurs. Et quand on est mineur, c'est la moitié, donc c'est 5 ans de prison. Vous connaissez des jeunes qui se sont fait déjà violenter dans le cadre du trafic de stupéfiants? Oui, mais moi j'ai été violenté, mais pas dans un stupéfiant. J'ai construit un coup de couteau? Quand même, non, c'est une année compliquée pour vous. Sacrément compliqué. Normalement, depuis le mois de janvier, ne pas faire beaucoup de nuits complètes. Sur votre situation personnelle, moi déjà, je dois vous dire, j'étais super étonnée quand j'ai su que vous aviez été incarcéré. Pour une première affaire donc de violence aggravée, vous avez été déféré au mois de décembre 2024. Et le 12 mai, vous avez été mis en examen et placé en détention provisoire pour des violences aggravées par 2 circonstances. Pourquoi, en fait, on est face à un adolescent qui se retrouve confronté comme ça à la justice? Ça fait quand même pas mal de procédures maintenant. J'ai été condamné pour des faits que je n'avais encore pas commis, ça veut dire vous trouvez toujours au mauvais endroit, au mauvais moment alors. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre situation personnelle? Donc à la maison, il y a qui? Il y a ma mère et... Votre papa alors, il est où?
J'ai pas de nouvelles. J'ai vu qu'il avait été incarcéré quand vous aviez 3 ans à peu près. En fait, il a été en évasion à partir de 2019 et il a été réécroué en 2024. Donc il y a eu 5 ans où il était en fait en cavale. Vous le saviez ça? Comme là, vous venez de l'apprendre. Ah, je viens de vous l'apprendre. Vous regardez votre parcours. Est-ce que vous dites que quand vous étiez petit, c'était une souffrance, ça? Depuis son père, Oui. c'était assez dur. Oui. Mais j'ai pu la surmonter ça. D'accord. Faut s'habituer à souffrir, hein. Là, le fait que maman soit dans la salle de nouveau aujourd'hui, en plus, l'audience, il fait très chaud, ça vous fait quoi de savoir qu'elle est là derrière? Ça me fait de la peine, ça me fait. Je me dis peut-être que vous avez quand même essayé de protéger maman quand vous étiez petit. Et oui, à la place du père, c'est ça. C'est ça, vous vous sentez à la place du père, ce qui n'est pas votre place en fait. Mais en fait, quand on a un parent qui est très fragilisé, les enfants se mettent un petit peu en protection, ce qui n'est pas leur place. Et ça, quand ils grandissent, ça pose un peu de difficulté pour poser le cadre, puisqu'ils sont plus. Vous voyez, à la bonne place. Exactement. Et pourtant, c'est une bonne part. Oui. Là. Parce qu'ils vous aiment et qu'ils sentaient que malgré vos forces, il y avait des fragilités. Et puis vous savez quoi? La meilleure manière de protéger maman, c'est de faire attention à vous. C'est de vous protéger vous. Depuis la détention, j'ai bien réfléchi et je me suis dit que passer en carrosserie, c'est plutôt une bonne chose. D'accord. C'est très bien. Donc c'est depuis la détention que vous avez réussi à trouver cette promesse d'embauche en carrosserie. Service éducatif, est-ce que vous pouvez vous approcher s'il vous plaît? J'ai rencontré dans les geôles juste avant l'audience. Ces derniers temps, ses choix de fréquentation et de vie, sa consommation toxique, l'a un peu poussé à s'éloigner parce que je pense qu'il avait peur de les décevoir, parce que c'est une famille qui effectivement est très présente auprès de... Et je pense qu'il voulait pas qu'on le voit comme ça. Et donc il a effectivement le XAPA qui va rentrer en œuvre pour poursuivre son sevrage et l'accompagnement à la dicto, mais aussi des rendez-vous avec le psychologue. Et je pense aujourd'hui que, en ce qui concerne les propositions que nous, le service, nous faisons, c'est une mesure éducative pour poursuivre tous les efforts qui sont mis en œuvre aujourd'hui. Et je laisse la parole tout de suite à Madame le procureur pour ses réquisitions. Alors s'agissant de la peine, je vais vous requérir pour les faits pour lesquels monsieur est comparé aujourd'hui, une peine de 2 mois, intégralement assortie du sursis simple, mais également une mesure éducative judiciaire pendant une période de 12 mois. Je vous remercie Madame le procureur. En défense pour... Je vais m'attacher aux faits parce que c'est ce qui m'intéresse. Je prends le PV de surveillance. Effectivement, je vois monsieur porter un jogging noir, des chaussures noires et une capuche. Et puis monsieur on voit aussi un jogging noir, des chaussures noires, un vêtement noir. On nous dit pas de capuche. Bon, soit. Et monsieur par contre, et je le dis sous la foi de ma robe, ce dernier m'a montré une photo que je peux tout à fait présenter au tribunal de monsieur le jour des faits, qui a la veste qu'il a habituellement. Il a effectivement un manteau qui s'enfile avec une capuche noire. Et vous voyez, forcément, ça interroge. Parce que celui qui commet la vente de stupéfiants, c'est celui qui est porteur d'une capuche. Et je ne sais pas comment on peut affirmer, quand ces deux-là sont revêtus de leur manteau et de leur tenue, qui est qui. En tout état de cause, vous ne pouvez pas déclarer monsieur coupable sur le simple procès-verbal de constatation policière. Bien, monsieur, le tribunal, après en avoir délibéré, vous relaxe des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants au bénéfice du doute, compte tenu des éléments détaillés par votre avocate et notamment compte tenu de votre tenue vestimentaire qui ne correspond pas à celle décrite dans le procès-verbal de la police. Et prononce une mesure éducative judiciaire avec un module de réparation, un module de santé et un module d'insertion pour une durée de 18 mois. Ce qui est important en fait quand on prononce une mesure, qu'elle soit mesure éducative ou une mesure plus répressive, c'est qu'elle intervienne au bon moment. Une mesure éducative, alors que l'adolescent est hyper ancré dans des pratiques délinquantes, etc., ça n'aura pas suffisamment de poids. Tout comme une mesure répressive, si jamais on la prononce à un moment, alors bon, si les faits le permettent, je veux dire, si les faits sont extrêmement graves, elle sera prononcée point barre, mais si on la prononce à un moment où l'adolescent va très mal le vivre, si on sent que c'est excessif par rapport à sa situation, lui, il en ressentira aussi un sentiment d'injustice et il ne pourra pas en tirer bénéfice. Et donc, ce qui est extrêmement important, c'est la manière dont on ordonne ces mesures dans le cadre du suivi. En fait, ces mesures, elles vont prendre plus ou moins de sens en fonction du moment où on va pouvoir les ordonner. C'est étrange à dire, mais moi, j'ai plusieurs adolescents qui, sur des décisions très dures, m'ont remercié. Et souvent, les enfants et les adolescents sont sensibles quand même au cadre dont ils ont besoin pour grandir.
Ça va? Alors? On a 2 en garde à vue très connus potentiellement demain. Ah non, c'est pas possible. Je te rappelle parce que... Et... un truc. Il faut lui trouver un centre éducatif fermé. C'est en train de... Ok. Là Pour l'instant, on a que le côté négatif, mais... Là, s'il est redéféré, non, il faut lui trouver. Et j'avais compté donc pour le 12 juin. Je crois qu'il a été c'est la 9e fois qu'il va être déféré. Bah lui, on n'arrive pas. Ils sont happés complètement par les réseaux et c'est là. C'est clair. Alors là, en fait, je suis allée voir les éducateurs de la permanence parce que je suis moi-même de permanence, donc ça veut dire que je reçois tous les mineurs déférés. Et il se trouve que là, pourrait être déféré demain un mineur extrêmement connu de mon cabinet. C'est son 9e déferment en quelques mois, toujours pour des stupes. Il est complètement happé par le réseau, en fait. À chaque fois qu'il m'a été déféré, on n'avait pas de place pour l'accueillir. Pendant le déferment, il y a une possibilité de placement, soit un placement en foyer d'accueil classique dans le cadre d'un suivi éducatif avec un module placement, soit un placement en centre éducatif fermé, et là c'est obligatoirement dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Alors attendez, comment est-ce que ça marche la justice des mineurs? Cette fois-ci, imaginez, vous avez commis une infraction. Direction, la garde à vue. Le procureur, le représentant de l'État, va décider de votre sort. Il peut classer sans suite, vous êtes libre. Pour les cas les moins graves, il peut proposer une alternative aux poursuites. Vous évitez le juge et devez faire une mesure de réparation ou de médiation. Si ce qu'on vous reproche est grave, il vous convoque devant un juge dans les 3 mois. Et s'il y a urgence, vous allez être déféré. Ça permet de vous juger rapidement, éventuellement en une seule fois. Dans le pire des cas, direction la case prison. Vous restez en détention provisoire jusqu'à votre jugement. Maintenant, vu que vous êtes mineur, un avocat et un éducateur vont vous accompagner tout le long du processus et le juge se basera sur leur compte-rendu pour décider de votre sanction. On arrive donc chez notre juge des enfants. Là, vous allez être jugé en 2 fois. Premier jugement, pour décider si vous êtes coupable. Mise à l'épreuve éducative, par exemple, un éducateur vous suit pendant plusieurs mois. Et deuxième jugement, pour décider de la sanction, en fonction de la manière dont vous avez réagi au suivi. Le truc qu'il faut comprendre, c'est que dans la loi française, les mineurs ne sont pas jugés comme les adultes. La peine maximale pour chaque fait est divisée par 2, et surtout, l'éducatif prime sur le répressif. C'est-à-dire qu'ils essaient de vous éduquer avant de vous punir. Parce que vous êtes encore des enfants, donc la responsabilité n'est pas la même. Mais du coup, qu'est-ce que vous risquez dans cette affaire? C'est très variable. Par exemple, en 2023, 179 000 affaires de mineurs ont été traitées par les parquets. 41% des affaires, il n'y a pas de poursuite. 30% ont fait l'objet d'alternatives aux poursuites. Pour finir, 16% ont été condamnés par un juge. Une partie a eu du sursis, d'autres des travaux d'intérêt général, et 1,6%, soit 2889 procès, ont fini par des mesures d'emprisonnement. Je me dis, vous inquiétez pas, maître, je viens, j'ai les papiers, enfin bref, tout était bien. Et ça, vous pouvez le mettre en boîte, hein, personne ne vient. Audience pour mineurs, personne n'est là, ça dit quelque chose. Non, c'est pas toujours le cas. Voilà, bon. Bah donc on les attend. Hein. Mais j'aime pas trop quand les avocats ils disent oui, ils sont jamais là, non. C'est pas vrai, il y en a certains qui sont là. Là, le conseil à l'extérieur m'a dit, vous savez, moi j'accepte pas ça, je suis très cadre. Alors je lui dis oui, mais moi aussi je suis très cadre, c'est mon travail. Mais après on est bien obligé de prendre en considération aussi le stade de développement de nos adolescents et le fait que tout seul ça marche pas, quoi. Il faut des adultes pour les emmener. Il faut des adultes pour les élever. Non, vous pouvez y aller. Oui, bien sûr. C'est comme ça qu'on était censé se revoir? Ah non. Donc vous avez été déclaré coupable d'avoir volé un motocross et un portefeuille, ce vol ayant été précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, donc en l'espèce là c'était 6 jours, et ayant été commise en réunion, donc à plusieurs, c'est une circonstance aggravante, et également avec une arme par destination, en l'espèce en frappant la victime avec un casque de scooter et en lui portant des gifles, des coups de poing et des coups de pied. Et donc on se voit aujourd'hui pour déterminer la sanction. Le jeune homme qui est victime, il a une fracture du nez, il a une suture au niveau de l'œil gauche, au niveau de la cheville également. Le fait de vous dire j'ai été déclaré coupable de ça, il y a maman qui est derrière, est-ce que ça correspond aux valeurs que maman elle vous a données? Non, du tout. Pas du tout. Alors après c'est vrai que dans la famille il y a quand même eu certains épisodes de violence auxquels vous avez été confrontés. Des fois, mon père, c'est tout. Ouais. Des fois votre père et c'est tout, oui. Des fois votre père il pouvait être violent quand même. Si je vois papa taper sur maman,
Moi, j'ai plus de solution. Papa, il me fait peur. Maman, elle est par terre. Qui est-ce qui me protège? On sait bien que ça laisse des traces qui sont comparables à des traumatismes de guerre dans le cerveau des enfants. Maintenant, je pense que le fait justement de vous voir, vous, être poursuivi pour des violences, alors que sûrement vous en avez beaucoup voulu à votre père d'avoir été violent, ça vous fait quoi? Je sais pas quoi répondre. Est-ce que ça fait un sentiment qui est agréable de se dire, bah finalement, moi aussi, je suis capable d'être violent comme papa, quoi? Non. Comment ça se passe, la détention? Je sais pas trop en place. Ouais. Bon, pour la maman, pouvez-vous lever, venir à côté de lui? Je pensais pas qu'il allait autant. En prison. Je pensais vraiment qu'au fil du temps, on allait comprendre. Ouais. Vous avez été déçus? Oui. Ouais. En plus, là, il est quand même incarcéré dans ce que le papa était incarcéré. Oui. Ah oui, donc ça fait vraiment, c'est très compliqué. Ouais. J'espère vraiment que cette fois-ci, il a compris. Ouais. Voilà. Parce que je veux pas ça pour lui et je veux qu'il prenne conscience que c'est pas comme ça qu'il va réussir dans la vie. Vous en avez envie que ça change? On va vous aider pour ça, mais il faut que vous nous aidiez aussi. C'est pas impossible, et c'est pas parce que là vous avez été incarcéré que c'est impossible, pas du tout. Vous savez, les expériences traumatiques, ça peut donner de la force. Juste, il faut arriver à pas se faire écraser par les expériences traumatiques. Ok? Je vous remercie. Pour l'éducatrice? Il est quand même très notable de constater que rapidement été dans le lien éducatif. Et le fait, effectivement, après, de s'être retrouvé sans patron, malgré ses démarches, malgré ses recherches, effectivement, l'a fragilisé et qui fait qu'il a lâché prise. Et de là, effectivement, tout s'est enchaîné. Donc, la rupture de l'insertion, la multiplication des délits, ce déferlement au mois de décembre, ce placement sous contrôle judiciaire, qui a été quand même un levier éducatif chez Maître en défense. Oui, je vous remercie. Quelques observations à l'intérêt de le choc carcéral, c'est pas juste une expression médiatique, facile, qu'on emploie un peu à tout va. Effectivement, le choc carcéral, il est bien présent dans le cadre. Je pense sincèrement que tant la séparation franche avec sa famille que l'environnement sur place a eu un impact, alors, et négatif parce que ça lui fait beaucoup de peine et beaucoup de mal, mais aussi positif. Parfois, on espère que la détention provoque ce choc pour qu'il n'y ait plus ensuite de passage à l'acte. Je pense que ça a eu l'effet escompté. À titre de sanction au regard du jugement sur la culpabilité qui a été prononcé le 10 juin dernier, je vais ordonner 21 heures de travail d'intérêt général à effectuer dans un délai de 18 mois. Voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, c'était mignon. Parce que mes greffiers disent que quand ils font des audiences avec moi, à la fin, ils trouvent tous les mineurs mignons. C'est qu'ils ont des parcours de vie aussi assez compliqués. Ouais, c'est ça. Lui, en plus, bah là, je connaissais la situation parce que j'ai eu les grandes sœurs. Le père, c'est quelque chose. Donc, effectivement, la problématique de violence, il ne la porte pas en lui tout seul, quoi. Et je suis persuadée qu'il a envie. Après, est-ce qu'il arrivera? Il peut y avoir un décalage. Hein. Mais en tout cas, je suis persuadée que là, il était complètement authentique. La difficulté, c'est que les parents sont nos protecteurs. Donc, si celui qui est en charge de me protéger, à qui je remets toute ma protection, me frappe ou me fait peur, je bug. J'ai plus de solution. Ça crée en plus chez les enfants des mécanismes très complexes. Ils vont pas faire une croix sur leurs parents. C'est leurs parents. Ils vont rester attachés, ils vont avoir des sentiments, leurs parents vont pouvoir leur manquer, mais en même temps, ils sont en colère. Donc ça fait en fait un mélange de sentiments qui est extrêmement compliqué à appréhender pour les enfants et qui fait beaucoup souffrir. J'ai grandi en fait dans une banlieue parisienne, dans un univers très préservé, un parent médecin, voilà. Mais j'ai toujours été scolarisée dans le public, donc j'ai quand même évolué dans un univers social très mélangé. Et ça m'a donné un regard quand même, je pense, assez particulier sur des questions sociales, sur des questions de comment on grandit quand on peut pas nous apporter tout ce dont on a besoin nécessairement. Je crois que c'est comme ça que j'incarne la fonction du juge des enfants, c'est-à-dire que c'est une forme aussi de justice avec un grand J, quoi, de pouvoir rendre à chacun ce dont il a besoin pour grandir. Une dernière petite pause.
Ces dernières années, on a beaucoup entendu parler de faits divers très violents qui ont été commis par des mineurs. Un adolescent âgé de 14 ans est mort hier après avoir été poignardé par 2 autres mineurs. Zo a-t-il été poignardé pour un mauvais regard? Matisse, tué par arme blanche. S'en est suivi beaucoup de bruit médiatique de la part de la droite et de l'extrême droite. On voit qu'il y a une forme de banalisation de la violence. De plus en plus de jeunes sont des tueurs. Bien sûr qu'il y a un ensauvagement de la société. Mais ça fait partie des idées 68ardes, les relever par l'éducation. Mais je suis désolé. La répression, c'est aussi une forme d'éducation. Une seule attitude, la fermeté, encore la fermeté, toujours la fermeté. Dans la foulée, Gabriel Attal a proposé une loi pour réformer la justice des mineurs. Pour résumer, il a voulu que les mineurs de plus de 16 ans puissent comparaître immédiatement, leur enlever l'excuse de minorité s'ils sont récidivistes et augmenter les sanctions financières contre les parents par exemple. Mais le Conseil constitutionnel en a retoqué une bonne partie. Nous, on a contacté Gabriel Attal et son cabinet pour une interview. Pas de réponse. La question qui reste, est-ce qu'il y a un ensauvagement de la société, comme le disent Marine Le Pen ou Gérald Darmanin? Est-ce qu'on est en train de tomber dans une société chaotique, assoiffée de sang? Pas tant. Si on regarde les chiffres, cette courbe-là, ce sont les mineurs poursuivis devant la justice depuis 2016. Ça a baissé de 25%. En revanche, les actes de forte violence, eux, augmentent. Selon Le Monde, le nombre d'adolescents poursuivis pour assassinat, meurtre, coup mortel ou violence aggravée a quasiment doublé, passant de 1207 à 2095. Mais on peut le voir sur ce graphique. Ces actes y représentent une infime partie de toutes les poursuites. Selon Christian Mouhana, sociologue au CNRS, je le cite, « Depuis 2002, il y a une orientation toujours plus répressive qui n'a cessé de s'imposer à une justice des mineurs, qui est par ailleurs de moins en moins bien dotée de moyens matériels et humains. » Si on veut le dire autrement, on demande à la justice plus de répression sans vraiment lui donner les moyens de fonctionner comme elle devrait. Je vous donne un exemple. La PJJ, ceux qui sont censés assurer le suivi de ces jeunes, ils ont du mal à le faire. Elle embauche de plus en plus de contractuels, donc des éducateurs qui restent pas longtemps, n'assurent pas de suivi au long cours pour des jeunes dont le besoin c'est justement la stabilité. Même les sénateurs, qui n'en déplaisent à M. Retailleau, sont pas connus pour être des 68ards, ont fait des recommandations qui vont dans ce sens. Mieux comprendre la délinquance, prévenir le décrochage et renforcer l'école et la réinsertion. Comment ça se passe, votre travail? C'est le plus beau métier du monde, donc extrêmement bien, mais c'est très difficile. La plupart des jeunes dont on s'occupe vont pas retrouver la justice dans leur vie. Tous les autres nous demandent beaucoup plus de temps. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a affaire à des situations de jeunes gens qui sont très abîmés en fait. La norme, c'est un suivi de 25 jeunes par éducateur. Ouais. Après, sur la durée de la prise en charge, ça dépend beaucoup. Entre 3 mois et 3 ans peut-être, pour les cas les plus graves. Effectivement, ils sont déjà abîmés par la vie. Je veux dire, ils ont pas, c'est pas inné comme ça de commettre un délit. C'est malheureusement une construction aussi chez eux qui fait que nous, on sert aussi à déconstruire tout ça et à leur redonner une place qu'ils ont complètement oubliée. Et c'est aussi s'inscrire dans la durée, dans la relation avec l'autre, qui permet aussi d'ouvrir des portes, d'être là au moment où aussi il va être capable d'entrevoir le changement, d'accepter une décision, de faire confiance. Des jeunes qui ne vont pas bien, ils vont pas aller bien au bout de 6 mois. Ça n'existe pas, ça. Je crois que la plupart sont éducables. Enfin, tous en fait, en vrai. Simplement, c'est une question de volonté, c'est une question de continuer à y croire. La question, c'est jusqu'à quel point est-ce que la société peut tolérer les déviances? Je pense que tout le monde va vivre à peu près correctement le fait qu'un enfant de 8 ans vole un bonbon dans un magasin, par exemple. Évidemment, l'autre bout de ça, il y a des phénomènes extrêmement graves. C'est même pas la peine que j'en parle, tout le monde voit très bien de quoi je parle. Jusqu'à quel point est-ce qu'on dit non, on continue à jouer le pari de l'éducation, et à partir de quand on dit non, là c'est plus possible. Et vous le vivez comment, vous, au quotidien? Ça laisse plus de traces que ce que je croyais quand j'étais plus jeune. Et il m'a fallu 15 ans pour l'admettre. Par ailleurs, aucun regret, hein. Mais quand même, c'est pas si simple. Non. C'est pas si simple. Nous, notre travail, il n'est pas en tout cas de juger le degré de violence, mais de travailler avec et de voir d'où elle vient, comment en fait il peut s'en affranchir, évidemment. Pourquoi aujourd'hui, au lieu d'avoir ce réflexe de partir du trottoir ou de mettre une claque, tu sors un couteau et tu plantes? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Je crois que notre rôle, au fond, quelque part, c'est d'essayer de s'occuper d'eux, quoi. Ouais. Un gosse, il a besoin qu'on s'occupe de lui.
Franchement, c'est pas cool. Le dossier était hyper compliqué. J'ai mis, mais je sais pas, peut-être 1 heure, 1 heure et demie à le lire. Voilà. Pour la fesse. Faut bien se détendre. En fait, là, j'étais en difficulté parce que j'avais préparé un dossier assez compliqué en mettant plein de petits post-it et le dossier est parti pour être photocopié et ils m'ont tout enlevé. Et donc, du coup, je suis perdue. Voilà. Allez, je vais les chercher. Alors, pour l'audience pénale devant Anne Salé, audience de chambre du conseil, je vais faire l'appel pour monsieur. Bonjour, maître. Monsieur est là, bonjour. Et la maman aussi. Ok, très bien. Mais au fond, là, c'est pas un minute que je vois, non, c'est pas pour moi qu'il attend. Première fois qu'on s'est rencontrés, c'était quand ? Je sais pas du tout, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Donc je vous ai connu quand même très jeune, puisque maintenant vous avez 19 ans. Il y a des suivis qu'on clôture pas par un simple bout de papier, je pense. Bon, par contre, la dernière fois qu'on s'est vu, vous étiez pas en détention. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va vite. J'ai l'impression que ça a été le même scénario que tellement de procédures qu'on a connues. Problématique familiale et derrière... Outrage rébellion. Pourtant, combien de fois je vous ai dit ? Je voyais que c'était une période où ça allait bien. C'est vrai, ça commençait à aller mieux. Je me réinsérais, voilà, j'ai arrêté un peu les conneries. Ouais. Vous travailliez avec papa à l'époque. C'est ça. Vous respectiez la semi-liberté, ce qui est pas évident. C'est ça. Il y a toujours des problèmes, ouais. Il y a toujours des problèmes familiales. Ouais. Parce qu'on a envie d'être plus proche, mais quand on est trop proche, ça clash. Et en fait, c'est un peu votre problème depuis que vous êtes tout petit. C'est ça. De pas vraiment avoir de place. Je vois par quoi vous êtes passé. Je me demande même, je me suis demandé parfois quand vous étiez adolescent comment vous faisiez pour tenir debout. Quand je voyais placé dans des établissements, d'établissement en établissement, de foyer de l'enfance en foyer de l'enfance avec des traitements psy très lourds qui n'étaient pas adaptés, je m'en souviens. Je vois que malgré ça, vous êtes en capacité maintenant de tenir une semi-liberté, de tenir un emploi. Là, je vois que ce qui vous met en difficulté, c'est des problématiques familiales. C'est pas qu'on vous trouve sur un point de deal, c'est pas qu'on vous trouve à faire des vols à l'arraché. Donc c'est que vous êtes capable. Pas que c'est pas possible, c'est que je suis pas un bon exemple, ouais, pour les petits. Ouais, de se dire je suis pas un bon exemple, c'est dur quand même, non ? Ah, on a tous des vies différentes. Hein. Non, mais c'est dur. Ouais, mais... Moi, je trouve que sur plein de choses, vous êtes un très bon exemple. Je vous en remercie. Et bien, moi aussi, je vous remercie de m'avoir fait confiance quand même sur ces 10 années, même si ça n'a pas toujours été. Hein. Il a fallu qu'on apprenne à... J'ai tout fait pour moi. J'ai tout fait pour vous, je sais pas. J'ai essayé de prendre des décisions qui permettaient de vous protéger et qui permettaient aussi de prendre en compte tout ce qu'on vous a pas donné et tout ce que les adultes auraient dû vous donner. Voilà. Et ça, c'est pas un cadeau, parce que c'est normalement offert à tous les enfants. Voilà. Je suis assez émue de cette fin de suivi, je pense que vous le savez. Et je sais que vous êtes capable de faire des choses bien. Merci madame Salé. Merci. Franchement, j'aurais aimé vous voir pas quitter mon bureau sans ces menaces. Vous savez que, voilà, ça viendra, le jour viendra. On réussit là, il y a beaucoup de choses. Oui, bien sûr. La plupart des adolescents qui ont commis une infraction, une confrontation avec la justice, ça suffit. On les reverra pas. Moi, j'ai été juge des enfants à Marseille, dans le 13e arrondissement, donc c'était vraiment les quartiers nord les plus dégradés, donc un cabinet avec une coloration pénale vraiment énorme. J'avais, à l'instant T, peut-être 5 à peut-être 10 adolescents vraiment quand c'était qui me posaient problème. Après, ceux qui posent problème, on les voit beaucoup. Parce qu'ils vont mal, ils nous font savoir. Comment on sort des parcours de délinquance ? Par exemple, vous voyez, un adolescent, ça fait 15 passages à l'acte. C'est son 16e. Si on le connaît, et si on est un peu attentif, on va peut-être se rendre compte que avant il était déféré toutes les semaines, maintenant ça s'espace. C'est vrai que là, ça faisait 3 mois que je ne l'avais pas vu. Avant, il faisait des vols de violence, et là, il est pour un outrage. Je ne vais pas le féliciter pour son outrage, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais c'est que de comprendre que peut-être que là, il est dans un processus où il est en train de faire des efforts. Voilà, il y a plein de facteurs et il faut le temps que tout s'aligne pour que les adolescents puissent sortir de ces parcours de délinquance. Ça permet de redonner du sens à ce qu'on fait. Tiens, je te laisse là, comme ça, je pense que si tu ça va. Merci, vous êtes là. On y va ? Allez.
Donc, moi, j'ai toujours Chloé Salé, juge des enfants, et donc votre juge des enfants depuis... Allez, la première fois, c'est pas vous que j'ai rencontré, je me rappelle très bien, c'était votre mère. Elle me dit, je sais plus comment faire avec ma fille. Vous étiez convoquée, mais vous étiez pas venue. Je me dis, ouais, devant la juge, je vais pas venir. Moi. Bon, moi, j'avais proposé de vous voir parce que en réalité, il y a eu plusieurs peines dans lesquelles il y avait des sursis probatoires. Et qui arrivent à échéance. Et donc, quand ça se termine, on clôture les sursis probatoires et puis c'est terminé devant le juge des enfants. Vous êtes sorti en août 2024. Qu'est-ce que vous avez mis en place alors depuis ? Enfin, j'ai passé mon code, je suis en train de faire la conduite, je fais ma formation. Alors ça, vous m'avez impressionné. Depuis le premier jour où je vous ai vu, vous m'avez dit je veux faire aide-soignante. Au départ, on se disait, ouh, il y a du boulot, il y a du chemin. Et vraiment bravo pour ça parce que vous n'avez pas lâché quoi. Ouais. Je suis têtue. Vous êtes têtue, c'est une qualité. Le suivi a été ce qu'il a été. Il y a eu des moments difficiles, des moments aussi douloureux pour vous, d'éloignement, le centre éducatif fermé. Il y en a eu l'incarcération ensuite. Voilà. Je vois que vous avez tout ce qu'il faut pour que ça marche, pour réussir à cette ténacité-là. C'est sûr que sortir complètement de la délinquance, c'est un chemin, quoi. C'est pas d'un instant T, c'est sortir de certaines habitudes, c'est arriver à se contrôler, c'est arriver à contrôler aussi ses émotions. Même en situation où on est très frustré. Voilà. Donc bon, ça, vous savez qu'il y a peut-être encore un petit travail à faire. Je me suis un petit peu attachée à vous. Ouais, franchement, je suis un peu dégoûtée de ne plus vous revoir. Enfin, vous jugez pas... vous jugez pas aussi et... En fait, je juge, mais... Ouais. Sans juger la personnalité, je pense que ça vous aide à avoir confiance dans les décisions que je rends, même quand elles sont difficiles. Vous êtes juste... Ce qui a changé quand même, c'est qu'on est dans un monde qui est de plus en plus complexe et de plus en plus violent. Et que les jeunes, ils sont exposés à travers les réseaux sociaux sans arrêt. Sauf qu'ils n'ont pas forcément les ressources pour réagir face à ça. Donc c'est vrai que je pense que c'est des questions que doit se poser la société tout entière. Ce qu'on sait, c'est que la peine encourue, pour les mineurs, c'est pas un facteur pour eux de passage à l'acte ou non. Ils réfléchissent pas comme ça, parce qu'ils sont dans l'immédiateté quand ils sont dans des passages à l'acte. Et on voit bien qu'en Suisse, la peine maximale pour les mineurs, c'est 4 ans. Aux États-Unis, c'est la perpétuité. Et je pense pas que la Suisse soit une société qui soit beaucoup plus violente que celle des États-Unis, vous voyez. Ce qui fonctionne, c'est des réponses qui soient incarnées par des accompagnements. Ce qui fonctionne, c'est de rééduquer. Ce qui fonctionne, c'est d'avoir un adulte en face qui peut parler plus fort que la rue, en fait.